Bonjour, chers frères et sœurs congolais. De l'Afrique du Sud, nous voulons vous parler d'une situation que nous vivons en ce moment qui est vraiment explosive. C'est-à-dire que depuis des semaines, comme vous l'avez suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, les Sud-Africains, une section est vraiment en armes contre les Africains d'autres pays qui vivent en Afrique du Sud. Bon, alors, pour parler de cette situation, je voudrais un peu aider à donner une image de la société sud-africaine telle qu'elle a évolué. Nous qui avons excellé dans l'activisme au niveau de la société civile, ça fait maintenant au moins une dizaine d'années, nous avons une perception un peu avertie de ce qui se passe et de ce qui devait arriver un jour à l'Afrique du Sud. Parce que dans beaucoup de discussions et des workshops que nous avions, eh bien, cette situation était déjà, n'est-ce pas, prédictible. Bon, alors, avant d'aborder tous les autres points, je commence par l'introduction en disant ceci. L'Afrique du Sud hérite d'un système de ségrégation raciale. C'est un système hérité de l'apartheid. Dans ce système, c'était une classification selon les races. Vous avez en première position, ce sont les Blancs, suivis par les Indiens, les colorés ou métis tels qu'on les connaît. Et puis, même parmi les Noirs, il y avait aussi une classification. Par exemple, le Zoulou était toujours en position favorable par rapport aux autres, même au point que certains des Noirs africains étaient traités d'étrangers qui, dans les termes sud-africains, pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, on appelle Mukwerekwere. Donc les gens qui viennent par exemple de Venda, de ces coins-là, étaient appelés Mukwerekwere dans leur propre pays. Donc vous voyez cette discrimination entre les races, mais la discrimination allait plus loin, même dans les races elles-mêmes, c'est-à-dire dans la race noire. Le Zoulou se prenait supérieur par rapport aux autres. Le Xhosa aussi ne se laissait pas faire par le Zoulou parce que la plupart des intellectuels qui faisaient la contrebalance et qui soutenaient la lutte pour mettre fin à l'apartheid étaient des Xhosa, donc un peu modérés. Alors, revenons au point principal ici. Je voudrais faire ressortir le caractère ségrégationniste même des Noirs. Quand nous sommes arrivés dans ce pays, dans les années 90, même avant qu'on arrive dans ce pays, les réalités étaient que les Sud-Africains étaient soumis à des violences inacceptables dans leur township, donc dans leur ghetto. Et ces violences étaient menées en complicité avec leurs propres frères noirs, à part certaines incursions que faisaient les Blancs pour venir mater toute révolte, toute protestation. Mais encore cela se faisait avec l'aide des Noirs et principalement les Noirs qui étaient fidèles aux Blancs. Ce sont les gens d'obédience zoulou. À leur tête, à l'époque, leur roi Zwelithini et Buthelezi qui étaient des grands partenaires des Blancs. Eh bien, cela s'est développé en culture parce que vous savez, que ce soit dans les trains ou dans les milieux de travail, dans les mines, il y avait souvent des crimes et des attaques odieuses où des gens mouraient vraiment de manière odieuse dans les mains de leurs propres frères. Donc il y a même des coins ou des villages
dans des provinces qui étaient réputées à ça. Vous savez, quand on est arrivé ici, avec, surtout la province de KwaZulu-Natal que vous entendez dire là, eh bien, c'était des tueries sur tueries avant que l'étranger noir ne puisse vraiment y mettre les pieds. Même si l'étranger noir pouvait y vivre, mais en ce moment-là, comme il y avait cette guerre entre les Sud-Africains eux-mêmes, donc de même race, l'étranger pouvait être épargné. Mais néanmoins, nous sommes arrivés ici en Afrique dans les années 90. KwaZulu-Natal était vraiment le théâtre de violence, de tueries et de crimes inacceptables, téléguidés par le pouvoir blanc qui voulait contrecarrer l'ANC. Eh bien, cela s'est développé parce que ce n'était pas seulement à Johannesburg, ça veut dire ces tueurs, parmi lesquels se retrouvaient la plupart des Zoulous, se retrouvaient dans ce qu'on appelle hostels. Donc c'était des maisons communes où on mettait la plupart des miniers qui venaient de Durban et des Zoulous. Et dans ces hostels-là, ça devenait vraiment des fiefs des bandits et des terroristes qui terrorisaient leurs propres frères. Et voilà, si nous pouvons évoluer et aborder un second aspect. Le second aspect est celui-ci. C'est que cette haine entre Africains ne concernait pas seulement les Africains étrangers. Ça concernait même les Africains et les Sud-Africains entre eux-mêmes. Et pour mieux haïr son frère, on le traitait même d'étranger. C'est-à-dire, par exemple, les Zoulous ou les autres qui étaient plus accommodés par les Blancs dans les milieux citadins, se considéraient supérieurs et meilleurs par rapport à leurs frères qui étaient peut-être loin de ces milieux citadins et qui ne collaboraient pas beaucoup avec les Blancs. Mais voilà où se trouve le problème. Le problème, c'est que ces genres de coins, de milieux, n'ont pas disparu. Aujourd'hui, dans l'Afrique du Sud nouvelle, je vous donne le cas de Jeepistown, qui est une ville juste non loin de la ville centrale de Johannesburg, le quartier commercial. C'était l'endroit le plus réputé, où même en 2008 et 2013, tous les attaques contre les étrangers, la xénophobie commençaient de là. Parce que là-bas, il y avait une grande concentration, comme ça avait toujours été dans le temps. Les gens qui vivaient dans ces hostels ou ces maisons communes où on logeait les mineurs, et où les bandits et tout genre de crimes s'organisaient. Mais voilà le problème aujourd'hui. Quelle forme ce problème a pris? C'est-à-dire, malheureusement, pour nos frères qui arrivent du Congo, de Zimbabwe, de Malawi, tous ces réfugiés qui viennent en Afrique du Sud, qui ont fui chez eux à cause de l'instabilité politique, économique et sociale, se retrouvent dans ces quartiers là-bas, en vivant côte à côte avec les Sud-Africains. Et pour la plupart, les gens qui étaient habitués à ce genre de violence. Je cite, Soweto, c'est vraiment une ville modérée encore, si on peut le dire. Il y a eu des actes d'attaque contre les étrangers, mais les actes de xénophobie, on ne les a pas connus avec une telle grandeur, une telle ampleur à Soweto, comme contrairement à Jeepistown, Katlehong, KwaZulu-Natal, Alexandra et d'autres petites villes. Le malheur pour nous les Africains, c'est qu'on est très mal informés, on ne s'intéresse pas à l'histoire et on ne la partage pas si on la connaît. Je n'accuse pas les autres, je me dis, nous tous, nous avons eu cette responsabilité de sensibiliser nos frères. Mais vous savez, si je peux me référer à mon histoire personnelle, parce que moi j'ai exercé le business à Hillbrow, maintenant ça fait plus ou moins 25 ans. Vous savez, quand je me suis installé à Hillbrow, la famille, les amis me disaient que vous étiez fou parce que vous allez à Hillbrow où c'est le théâtre de violence
de gangstérisme, de drogue et tout ça. Comment vous pouvez aller vivre dans une ville pareille qui est réputée la plus violente, la plus criminelle et la plus criminelle en ce moment-là, l'Afrique du Sud. Eh bien, pour ne pas condamner ceux qui sont allés habiter dans ces villes que je venais de citer, ces townships qui étaient vraiment réputés comme étant des repères de tous ces bandits, de tous ces mouvements de revendication, de toutes ces violences, parce que je disais que, bon, ils ne savaient pas, ou peut-être ils savaient, mais par la force des choses, la souffrance, les gens ont été obligés d'aller habiter avec des personnes dans lesquelles ils ne pouvaient pas faire vraiment confiance. Malheureusement, voilà la situation. Et tant que l'instabilité au Congo, au Zimbabwe, vous savez que si nous parlons seulement du Congo et du Zimbabwe, j'ose dire que ces deux pays ont un peu une histoire commune. Pourquoi? Parce que le Congo avait eu ce qu'on appelle la zaïrianisation, c'est-à-dire la repossession des terres occupées par les Blancs. On avait nationalisé ça, même les compagnies qui étaient privées, qui appartenaient aux Blancs, on avait, n'est-ce pas, nationalisé ça et on avait donné l'acquisition aux locaux, aux nationaux congolais. Eh bien, le Zimbabwe a fait la même chose. Et vous connaissez l'histoire du Congo. Le Congo n'a pas réussi vraiment économiquement. Je ne peux pas dire que c'est seulement dû à ça, parce que, vous savez, dans les années 80, il y avait quand même une certaine prospérité économique chez nous au pays. Bon, contrairement au Zimbabwe, ça a créé une crise terrible, où il y a eu une grande migration des Zimbabwéens vers l'Afrique du Sud, qui malheureusement sont allés habiter dans ces coins-là. Pourquoi est-ce que cela pose un problème? On va y arriver. Alors, j'ai dit que, voilà, nous avons, en dehors des Zimbabwéens, nous avons les Congolais qui arrivent, nous avons les Somaliens, nous avons les Éthiopiens, même les Nigériens qui arrivent. Donc, cette situation d'afflux constant de réfugiés nous mettait en alerte, nous avait mis en alerte, nous ici qui avons observé comment le pays ici évoluait après les élections. Eh bien, nous prédisions que c'était un danger, c'était une bombe, c'était une situation explosive. Donc, dans tous les workshops, les réunions que nous avions en tant que société civile, avec la participation des membres délégués par le gouvernement de l'Afrique du Sud, on a toujours mentionné et essayé d'alerter ou d'interpeller le gouvernement sud-africain à prendre toutes les mesures possibles pour aider à ce qu'il y ait stabilité dans les pays d'où venaient les réfugiés. Par exemple, stabilité dans les Grands Lacs avec le Congo, avec la guerre de l'Est, parce que c'était vraiment une source de grande migration des réfugiés vers l'Afrique du Sud et vers d'autres pays. Alors, la situation au Zimbabwe, de même, en Angola, heureusement, la situation a été résolue bien, il y a quand même un bon bout de temps. Mais je disais que dans l'ensemble, la façon dont le gouvernement l'ANC a géré les choses, il était vraiment, comme on dit en anglais, reluctant. Donc, il n'était pas vraiment engagé à interpeller les dirigeants de ce pays, par exemple, Kabila chez nous, ou Kagame, Museveni, les interpeller à faire tout pour créer la paix à l'Est. Malgré qu'il y a eu des dialogues et des accords, comme les accords de Addis Abeba, malgré qu'il y a eu cette passation de pouvoir, il y a eu cette prise de pouvoir par Kabila avec les accords de Sun City et tout ça. Eh bien, d'ailleurs, plus encore davantage avec Kabila au pouvoir, il y a eu plus de réfugiés congolais en Afrique du Sud qu'avant. Avec l'avènement de Mugabe qui, après la repossession des terres, il s'imposait maintenant comme un tyran. Il y a eu plus de réfugiés en Afrique du Sud qu'avant. Cette situation là-bas nous avait sérieusement inquiétés et on craignait le pire. Mais voilà, chers frères et sœurs, ce pire a commencé à se manifester depuis 2008. Malheureusement, la plupart de ces gouvernements au pouvoir, la plupart de ces partis au pouvoir, nous pouvons prendre même l'exemple de l'Angola, de Mozambique, tous ces pays dans le SADC,
Ce sont des partis de mouvements de libération qui sont de même nature que l'ANC. Donc il y avait une certaine solidarité entre eux, ce qui fait que l'ANC était vraiment réservé à interpeller et attaquer ces gens-là, à pouvoir corriger leur démarche politique. Malheureusement, cette politique-là a eu comme conséquence la continuation d'afflux de réfugiés vers l'Afrique du Sud. Et le danger ne faisait que s'amplifier. Ça a commencé lentement en 2008, 2013, et chaque fois qu'il y a élection, le danger revenait. Parce que mes frères, pourquoi il y a danger? Je vais entrer dans le second point. Eh bien, à part le fait que les Sud-Africains, de nature, les Noirs, ou toutes les races, se haïssaient les uns les autres, et au bas de l'échelle, vous avez le Noir qui haïssait d'autres Noirs sud-africains en les traitant d'étrangers, à combien plus des Noirs étrangers. Donc, la situation était explosive et n'attendait que le moment pour devenir vraiment une crise. Eh bien, c'est cette crise dans laquelle nous sommes. Pourquoi nous sommes dans cette crise? Pourquoi la crise était inévitable? Eh bien, chers frères, il y a un aspect ici, il faut qu'on puisse encore s'interpeller sur la crise politique en Afrique du Sud. Bien qu'il y ait eu un développement favorable pour les Noirs, la classe moyenne, il y a une grande classe moyenne qui a maintenant émigré dans les milieux des Blancs. Mais ce qui est déplorable, c'est ceci, ce qu'on a constaté. C'est que les Blancs continuent à développer leur milieu pour attirer la classe moyenne noire. Et là, il y a vraiment une inégalité qui ne fait que s'amplifier. C'est-à-dire les Blancs continuent à devenir riches, ils continuent à développer leur ville, et contrairement aux anciennes villes qu'on peut appeler ghettos, auxquelles je faisais allusion, où c'était le théâtre des violences, c'était le théâtre des troubles. À part un peu Soweto qui a un peu émergé, parce que vous savez, il y a beaucoup de cadres, beaucoup d'élites qui venaient de Soweto, qui ont émergé en entrant dans la classe moyenne, même la classe élite, qui rentrent développer Soweto. Mais ce n'est pas le cas avec toutes les villes, toutes les townships. Le cas de Alexandre, chers frères et sœurs congolais, ceux qui connaissent bien Kinshasa, j'aime faire cette allusion. J'ai dit que si vous voyez Alexandre aujourd'hui, Alexandre c'est une zone qui n'est pas loin de Santon, elle est presque voisine de Santon. Mais si vous allez dans cette zone-là, pour ceux qui connaissent Kimbanséké, d'ailleurs je ne pense pas que Kimbanséké c'est la pire des zones à Kinshasa, les zones qui sont pires que Kimbanséké existent. Alors moi je dis que Alexandre ici en Afrique du Sud ressemble à pire que Kimbanséké pour ceux qui connaissent Kinshasa. Si vous vous retrouvez à Alexandre, vous allez regretter d'être venu en Afrique du Sud. Et vous n'allez pas comprendre que les voisins blancs ne sont pas capables de développer autant qu'ils le font dans leur ville, Alexandre. Donc, alors vous vous retrouvez avec des townships noirs, réputés avec leur violence, réputés avec leur lutte pour la libération, mais qui s'appauvrissent davantage. Et dans cet appauvrissement-là, les réfugiés vont habiter avec eux, les réfugiés noirs. Je le disais ici au début que nous avons en Afrique du Sud l'histoire de ségrégation. Ou même au niveau de la race noire, on a créé la haine entre noirs, où un noir pouvait traiter l'autre noir qui est sud-africain d'étranger. Alors c'est pour vous montrer à quel point c'est dangereux la situation dans laquelle nous sommes, parce que maintenant il y a cette haine contre le noir étranger. Et je vous dis que cette haine peut avoir des conséquences pires que cette haine que les Sud-Africains manifestaient contre son frère qu'il traitait de Mukwerekwere ou d'étranger. Eh bien, c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, vous avez les Blancs qui continuent à développer leur ville, qui continuent à s'enrichir,
et qui s'en foutent totalement de ce qui se passe dans les townships, qui sont même voisins d'eux. Et vous avez les Africains réfugiés qui se recherchent, bon, de manière innocente souvent, hein, et qui habitent dans ces quartiers-là, qui font leur petit business pour vivre, parce qu'ils ne sont pas vraiment bienvenus dans le secteur formel, dans l'emploi formel, c'est un peu plus difficile pour eux. Alors ils s'aventurent à faire des petits business comme nous tous ici, et à faire des petits jobs qu'on appelle ici, la security et toutes ces histoires. Et vous savez, il y a eu ici un phénomène que nous appelons le phénomène chinois. Le phénomène chinois, c'est-à-dire que vous avez eu l'expérience d'une deuxième économie, parallèle à celle des Blancs, parce que le monopole économique est vraiment un monopole des Blancs. Je vous dis que les quartiers des Blancs, en ce moment que je vous parle, il y a beaucoup de pays d'Europe qui ne peuvent pas comparer à l'Afrique du Sud. Et le développement qui est en train de s'opérer actuellement est spectaculaire. Le Blanc n'est pas vraiment résolu à partager la richesse avec le Noir. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment alarmant. Alarmant, pas seulement pour les Sud-Africains qui se plaignent, alarmant pour nous qui venons nous réfugier ici sans faire une bonne lecture, et nous allons habiter avec les Sud-Africains dans des quartiers réputés dangereux où les gens qui n'ont pas réussi à entrer dans cette classe moyenne pour être dans le milieu développé des Blancs restent. Donc tous les mécontents vivent là-bas. Pour ceux qui connaissent bien l'Afrique du Sud, vous voyez Jeepistown, c'est tout près de Malvern. Dans le temps, Malvern, là où c'était le théâtre des attaques, où vous avez vu les bus qu'on a tués, qu'on a brûlés, les magasins qu'on a brûlés, toutes ces scènes-là se passent à Malvern. Vous savez, Malvern, c'est une ville, c'est un quartier qui était un quartier habité spécialement par les Portugais dans le temps. Et nous allions acheter du poisson là-bas chez les Portugais. Pour les Congolais et les Africains qui sont amoureux du poisson, c'était vraiment un quartier favori, c'était paisible, c'était les Portugais qui sont là. Vous savez, les Portugais, ce sont des gens vraiment qui socialisent facilement avec les Africains et qui se marient même facilement avec les Africains. Eh bien, ce quartier-là, les Portugais, la plupart, ont quitté ces quartiers. Et maintenant, les Zoulous qui étaient à Jeepistown, non loin de la ville, dans ces hostels, là, dans ces maisons communes, ont étendu leur occupation. Et d'ailleurs, pour ceux des Congolais ou des autres Africains qui avaient acheté des maisons dans ces quartiers-là, la plupart de ces maisons ont été prises en otage par les Zoulous, les Sud-Africains. Mais je dis Zoulous parce que la majorité des gens qui habitent ces hostels-là, c'était principalement les Zoulous, qui étaient, n'est-ce pas, logés ainsi par le gouvernement de l'apartheid, qui était utilisé, n'est-ce pas, comme arme pour imposer la terreur, pour imposer le système inacceptable racial. Alors, chers frères et sœurs, le moment est vraiment grave en Afrique du Sud. Cela interpelle. Je vois qu'il y a eu des accusations, il y a eu des manifestations, de protestations au Nigeria, au Congo-Kinshasa, Lubumbashi, en Zambie. Et dans beaucoup de pays, on a protesté contre les Sud-Africains. Mais, vous savez, il y a eu aussi cette lenteur et cette manque de chaleur dans le chef du président sud-africain à réagir violemment pour condamner ces attaques. Mais essayons un peu de mettre les choses dans leur contexte. Chers frères et sœurs, l'ANC, bien qu'on peut lui jeter les pierres en disant qu'ils ont laissé faire cette situation, aller jusqu'à une crise. Mais il faut quand même aussi avoir de reconnaissance. C'est le fait que, malgré tout ça, l'ANC a permis cet afflux de réfugiés de s'installer dans leur pays. Et pendant qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas été totalement absents au niveau régional de faciliter, n'est-ce pas, la résolution de certains conflits comme le conflit au Congo, le conflit au Soudan. On peut leur reprocher beaucoup leur silence par rapport au Zimbabwe parce que je disais ici que ce sont des gens qui étaient en solidarité
avec les anciens mouvements de libération, mouvements que aussi Mugabe avait. Et aussi, il y avait cette histoire de terre. Parce que Mugabe, comme je le disais, avec le Congo, avait la même politique de reposséder les terres. Et vous savez qu'en Afrique du Sud, les terres, c'est un problème aussi, parce que ça se retrouve dans les mains des Blancs. Et les Blancs qui ne veulent pas partager, qui disent que niet, ils ne veulent pas entendre un seul mot, que les Noirs veulent récupérer leurs terres, comme ça s'est passé au Congo, comme ça s'est passé au Zimbabwe. Et d'ailleurs, pour l'ANC, quelque part, ils sont à féliciter, parce que l'exemple, l'expérience du Congo et du Zimbabwe, ce ne sont pas des expériences bonnes qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous donner la confiance que ça peut nous amener à un bon résultat. Pourquoi? Parce que le Congo, après la repossession des terres, n'a pas vraiment eu une économie performante. Pire que le Congo, le Zimbabwe est tombé par terre totalement, alors que le Zimbabwe, à un moment donné, il était même le basket de l'Afrique, le basket de l'Afrique australe. C'est-à-dire, l'agriculture était très avancée au Zimbabwe et il y avait une grande communauté européenne et de fermiers qui vraiment développaient cette agriculture commerciale et industrielle. Eh bien, tout cela n'existe plus aujourd'hui. Donc, les Zimbabwéens s'alimentent ou se ressourcent en tout en Afrique du Sud. Alors, je dis ceci. Voilà, nous sommes dans cette situation où vous voyez que les Blancs occupent 80% de terres et ils continuent à développer ces terres. Ils ne veulent pas les céder. Et les Noirs qui entrent dans la classe moyenne sont obligés de se déplacer, d'aller habiter dans ces quartiers-là. Maintenant, les ghettos et les anciens townships, la plupart deviennent des endroits pires que certaines villes, comme je parlais ici, de Kinshasa ou du Congo, à l'exemple de Kimbaseke. Vous savez, par hasard, moi, il y a une semaine, je me suis retrouvé par erreur à Alexandre. Eh bien, j'ai regretté ce jour-là de ma vie en Afrique du Sud, parce que je ne pouvais pas croire mes yeux, bien que je savais que cette ville, cette zone était comme ça, mais le vivre, me retrouver là-bas, je me posais la question de savoir comment des Africains, les Congolais, pouvaient se retrouver dans un tel milieu et y vivre. Eh bien, Zimbabwéens, Congolais, chers frères et sœurs, se retrouvaient en train de vivre ensemble avec les Sud-Africains qui expérimentaient des conditions sociales les plus médiocres. Voilà la situation explosive, le danger. Nous ne pouvons pas aussi parler de tout ça sans mentionner que entre ces villes-là et les villes blanches, il y a eu une émergence aussi des Africains qui se sont distingués en business et d'autres initiatives et qui sont devenus une alternative, même un exemple. Mais malheureusement, ils se trouvent au milieu de deux forces qui ne veulent pas trouver un compromis. C'est-à-dire, les Noirs réclament la terre, les Blancs ne veulent pas l'entendre ainsi. Ils continuent à la développer, ils continuent à développer leur ville. L'ANC, malgré qu'ils ont réussi à faire certains développements dans certains environnements de leurs anciennes townships, mais cela n'a pas été suffisant et assez. Et vous savez aussi, quand quelqu'un ou un parti accède au pouvoir, souvent il y a cette soif de s'enrichir. Et les gens ne donnent pas de priorité, ils n'ont pas la capacité de se dépasser, n'est-ce pas, pour allouer des grandes finances et de grands moyens pour le développement, n'est-ce pas, de ces zones, de ces anciennes townships. Et de ce fait, les Sud-Africains qui vivent dans ces townships sont devenus très dangereux. Leurs plaintes, vraiment, nous placent, nous, Africains qui vivons en Afrique du Sud, comme des cibles légitimes pour eux. En ce moment, ils sont animés d'une colère et de haine qui est vraiment dangereux pour l'avenir, n'est-ce pas, de l'intégration de la région, qui est notre région SADC,
et l'avenir même de la cohabitation. Parce que si aujourd'hui ils s'attaquent aux Noirs comme ça, qui ne dit pas que demain ils vont s'en prendre aux Blancs. Et ce pays qui a été vraiment une inspiration de cohabitation pour nous tous risque de s'effondrer en flammes et ça sera vraiment des conséquences graves pour l'Afrique.